Donc, bienvenue à tous sur cette visioconférence sur l'alimentation biologique. Donc, cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Adapsia et financée par la CNSA et le département de l'Allier qu'on remercie beaucoup. Donc vos intervenants aujourd'hui, alors moi-même, là aujourd'hui ce n'est ni Pascal ni Chloé, c'est moi Gwendoline Cotrez. Donc moi, j'ai fondé la structure Movadom il y a un petit peu plus de 10 ans et aujourd'hui, je réalise de la prévention, aussi bien en conférence, en visioconférence, pour les retraités, mais aussi via un livre audio que je vous présenterai tout à l'heure. Donc vous pouvez vous inscrire, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 visioconférences qui restent à venir lundi et mardi, en tout cas pour, cet été, hein, après on reprendra en septembre tranquillement. Une sur le minimalisme et une deuxième sur le tri des vêtements. Donc ça sera lundi et mardi, donc n'hésitez surtout pas à vous y inscrire, c'est gratuit ou inscrire vos amis et proches. Laure, je te laisse te présenter, prendre la main sur la présentation. Normalement, tu dois avoir ton petit Oui, c'est bouton bon, qui doit apparaître, si tout se passe bien tout et se puis passe je vais bien. vous laisser, entre de bonnes mains. Voilà. Donc vous n'hésitez pas surtout à poser des questions, pour ceux qui connaissent déjà Laure, un grand dynamisme, et plein d'infos et elle La saura pression. répondre. Oh non, je pense qu'on connaît tous ta bonne humeur et ton dynamisme, hein, Bon, pour donc la dernière de l'année, on donne tout, hein. oh voilà, exactement, c'est l'été bientôt, les vacances. Donc bonjour Heu, à tous, je alors suis je là. Est-ce crois que vous que m'entendez? alors ah oui, très bien. Par contre, je crois que ça n'a pas, ça a pas Est-ce fait, que là, ça va? Ça fait écho pour moi. ah ça fait écho pour toi? Ah ouais. Nous, on t'entend bien. Alors Vous après, ce que m'entendez bien? Bon, bah, tant mieux. c'est et Principal, c'est vous. si je parle pas, peut-être que ça fera pas d'écho, hein. Et là, ça va? Oui. Bon, ça fait juste écho pour moi, mais c'est pas grave, je m'entends en fait, c'est tout. Ouais. Donc je suis Laure, je suis diététicienne nutritionniste et on termine l'année scolaire ensemble sur l'alimentation biologique. Comme disait Gwendoline, s'il y a des questions, vous pensez soit à les poser à l'oral, sinon vous avez toujours le petit chat en bas pour pouvoir poser vos questions à l'écrit si c'est plus facile pour vous, par souci de discrétion ou de timidité comme, voilà. Heu, L'alimentation biologique aujourd'hui, c'est pas le but, c'est vraiment de définir l'alimentation biologique dans sa globalité. Heu, L'idée, c'est pas de vous vous orienter vers un achat ou quoi que ce soit, c'est vraiment de comprendre d'où vient, cette alimentation biologique et le pourquoi du comment, avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Heu, donc pour vous, c'est quoi l'alimentation biologique? Si vous deviez acheter bio, pourquoi vous achetez bio? Qu'est-ce qui vous motive dans cette dynamique? Alors peut-être que personne n'achète bio justement, sans C'est pesticides, beh, c'est non, mais c'est plus sain pour la santé normalement. C'est pour, c'est plus sain pour la santé, d'accord. voilà. Et bien, on va voir tout ça. Donc en fait, ce qu'il faut d'abord, c'est penser que l'alimentation biologique, c'est avant tout un phénomène environnemental et pas un phénomène nutritionnel. Dans un second temps, on arrive sur un apport nutritionnel, mais dans un premier temps, c'est plutôt un aspect environnemental. C'est-à-dire que si on met moins de pesticides dans la terre, certes, on aura un impact direct et indirect sur ce que l'on va manger, mais aussi sur notre planète. Et on sait qu'on la malmène. Donc, c'est aussi dans ce sens-là où il faut pouvoir raisonner. Et donc, quand on vous dit aussi, par exemple, je donne l'exemple de l'huile de palme, que l'huile de palme est mauvais pour la santé. Non, l'huile de palme n'est pas mauvais pour la santé. Par contre, ce qui est mauvais pour la planète, c'est la déforestation parce qu'on va planter plutôt de quoi réaliser de l'huile de palme qui est moins cher et avec un coût, un budget qui finalement est plus intéressant pour les industriels. Donc, c'est plutôt pour ça. Donc, je pense qu'il faut inverser la tendance en se disant, mais si c'est bon pour la planète, indirectement, ça va être bon pour nous, mais pas l'inverse. Et donc, il y a une définition quand même sur l'alimentation biologique, c'est-à-dire que bio, c'est le diminutif de issu d'agriculture biologique. Et ce qu'on entend par agriculture biologique, c'est une culture qui fait appel à des techniques agricoles qui respectent l'environnement et les animaux. Donc, ce n'est pas seulement la planète qui nous donne des pommes, des poires, des poireaux, enfin voilà, ou des fraises, voilà, mais c'est aussi
l'agriculture dans sa globalité, puisque ce sont les animaux, ce sont tout ce qui est déforestation et ce genre de choses. Donc, on va bannir les additifs ou les engrais et les pesticides. Et l'idée, quand même, c'est de pouvoir utiliser d'autres choses naturelles pour répondre au mieux à la planète. Par exemple, pour les pucerons, il faut des coccinelles et vos rosiers, ils vont bien. Vous voyez, c'est une dynamique qui fait qu'on inverse une tendance et vous allez voir que ce n'est pas si facile d'inverser la tendance. Donc là, il y avait une petite vidéo, je ne sais pas si tu peux la mettre, Gwendoline, ou pas? Alors elle est sur YouTube peut-être ou, Mais sinon, c'est pas grave, sinon on peut la sinon, passer. les personnes alors ce qu'on peut faire pour la vidéo, chacun doit cliquer en fait sur la vidéo. Si vous cliquez sur la vidéo, donc qui apparaît, il suffit de cliquer sur l'écran, ça va lancer la vidéo, mais chacun doit le faire de son côté. C'est ça qui est un petit peu, Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est comme il y aura un podcast, vous pouvez aussi le faire après coup. Ça peut être une façon de se remémorer ça. C'est un jour une je info la ou passe alors dans ce cas-là, ouais. comme tu veux, parce que sinon après chacun peut aller, peut la revoir après coup. Oui, c'est ça, mais il faut que Donc dans l'enregistrement, on l'ait passé quand même au moins une fois. est-ce que ça marche de ton côté? Ou c'est peut-être moi qui dois la mettre en route? Peut-être que tu peux la lancer, ouais. Ça y est! Pour ceux pour qui ça se lance pas, vous pouvez cliquer dessus. Sur le menu de ta cantine, tu vois peut-être écrit pain bio ou pomme bio. Tu retrouves même ce mot sur les produits bio. Sur les emballages de produits alimentaires, tu peux aussi voir le sigle AP, qui veut dire agriculture biologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, agriculture biologique? L'agriculture biologique est une façon de cultiver la terre qui respecte la nature et fournit des aliments bons pour la santé. Les agriculteurs font pousser des plantes adaptées à la saison, au climat, et les cueillent au bon moment. Ils n'utilisent pas de produits chimiques polluants pour enlever des réserves, tuer les insectes, mais des méthodes naturelles, comme des coccinelles qui mangent les pucerons, ou bien du compost, un mélange de déchets végétaux qui rend les sols plus riches. Les animaux d'élevage vivent dans de bonnes conditions. Les poules ne sont pas élevées en cage, sous des hangars. Mais ils gambadent en plein air comme les vaches, qui broutent dans le pâturage en pleine nature. Le bio, ça paraît idéal. Mais est-ce vraiment si formidable? Car il y a de plus en plus de produits bio dans le supermarché, mais aussi de plus en plus de questions. Ainsi, en France, on trouve aujourd'hui des aliments bio cultivés loin, à l'étranger, par des ouvriers agricoles mal payés qui travaillent très dur. Tout ça pour faire baisser les prix, car le bio reste cher à produire. Et acheter des produits bio reste inaccessible pour de nombreuses personnes. Tu poses des questions? Nous, on y répond. Donc, vous voyez, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire il y a du positif, mais il y a du négatif, et il faut comprendre aussi pourquoi il y a du négatif et pourquoi il y a du positif. Donc, surtout, toujours pareil, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'alimentation bio ou l'agriculture biologique, c'est pas tombé comme ça depuis 20 ans ou depuis 30 ans en se disant, tiens, allez, on va faire du bio. Non, c'est un cheminement d'agriculteurs qui fait que dans les années 30 à 50, on s'est déjà mis à mettre en place de l'agriculture biologique. C'est-à-dire se dire, si on fait moins de pesticides, comment ça se passe? Si on met moins d'engrais, si on traite nos animaux avec peut-être autre chose que des antibiotiques pour les faire grossir plus vite, est-ce que ça marche? Donc, ils ont mis quand même quelques années pour pouvoir se regrouper, pour pouvoir constituer des dynamiques. Et on remarque qu'en fait, on le faisait mais à sa petite échelle. Et c'est dans les années 60-70 où finalement, ça s'organise, ça se structure après-guerre pour pouvoir aussi prendre en compte que la force d'être un gros groupe fait qu'on va être plus entendu et fait surtout qu'on va interpeller aussi le consommateur, les médias et ce genre de choses. Donc, ils ont vraiment, ça s'est structuré au fur et à mesure et chacun a pu mettre sa part à l'édifice. Dans les années 70, pardon, il y a un mouvement sociétal qui favorise aussi ce retour à l'écologie, tout simplement parce qu'on sait qu'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu nourrir en grande quantité des gens qui avaient vraiment très faim et qui avaient tout perdu. Donc,
on a carburé sur le développement, sur la quantité, sur ce genre de choses, alors que dans les années 70, bon, ben, Peace and Love, ils se sont dit, oula, peut-être qu'on ne fait pas bien. Mais sauf que c'était extrémiste aussi dans la démarche. Donc, il a fallu aussi mettre tout ça en place et on voit que dans les années 80-90, finalement, on a eu une institutionnalisation et une reconnaissance qui fait qu'il y a un décret, il y a une loi qui est passée, il y a une officialisation de l'agriculture biologique, c'est-à-dire que c'était un nom et seuls les produits réellement correspondant à un cahier des charges a été valorisé. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que parce qu'il y avait une loi, il y avait un cahier des charges, il y avait des normes, et donc il y avait une réglementation qui est devenue à la fois française et européenne. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la base de notre réglementation, c'est ce qui se passe au niveau européen. Et ensuite, en fonction du pays dans lequel vous êtes, on ne peut pas faire moins que ce que nous donne comme réglementation l'Europe, mais on peut faire plus. Et la grosse problématique sur le bio, c'est qu'en fait, notre cahier des charges en France est beaucoup plus strict, par exemple, que le cahier des charges en Espagne. C'est-à-dire que nous, on a rajouté des choses qui n'ont pas été forcément rajoutées sur les autres pays européens. Et on a la même problématique à l'international. C'est-à-dire que nous, on va accepter que des produits rentrent, je pense par exemple à l'avocat du Mexique. L'avocat du Mexique bio, il va rentrer sur notre territoire avec une réglementation mexicaine et qui n'est pas adaptée à une réglementation européenne. Mais comme c'est de l'importation qui n'est pas au niveau européen, ça pose de souci à personne. Par contre, nous, on n'importe pas bien parce que nos réglementations font que nos produits sont aussi beaucoup plus chers, beaucoup plus exigeants, et donc ça ne correspond pas à leur cahier des charges et à leurs attentes et à leur budget, indirectement. Donc, c'est pour ça que dans les années 2000, il y a eu des gros problèmes parce que la réglementation européenne donnait quelque chose. Les pays, en fonction de s'ils étaient européens, pas européens, avaient des exigences plus ou moins importantes. Et donc, il y a eu un recul ou une stagnation, en fait, de cette dynamique parce que les agriculteurs, ils n'arrivaient plus à s'y retrouver. C'est-à-dire que vous faites des efforts d'un côté, mais vous ne pouvez pas vendre de l'autre ou pas dans les mêmes dynamiques ou ce n'est pas vrai. Voilà. Finalement, je dirais que les mentalités ont changé, ce qui fait qu'après les années 2000, c'est plutôt le consommateur qui a été demandeur, mais je ne suis pas sûre que le consommateur, il se rende bien compte qu'en Espagne, j'allais dire dans les autres pays de la communauté européenne, finalement, on n'est pas tout à fait sur le même cahier des charges. On a une base commune, mais on n'a pas après des exigences communes. Et ça, c'est un réel problème. Et donc, le bio, c'est avant tout, comme je vous le disais en début de conférence, une exigence, une démarche environnementale qui fait que finalement, ça va avoir un impact sur toutes les filières de notre vie. Et là où il faut faire attention, c'est que le bio, ça peut être un emballage bio, ça peut être un produit bio, ça peut être une démarche biologique. Mais chacun entend ce qu'il veut bien entendre finalement dans ce bio. Donc l'idée, c'est vraiment de voir à notre niveau ce qui nous semble important et pourquoi on veut s'orienter ou on ne s'oriente pas vers du bio. Ça peut être un problème de budget, ça peut être un problème finalement de se dire que l'ananas bio qui vient de l'autre bout du monde, est-ce que, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, est-ce que réellement, au niveau de l'impact environnemental, c'est cohérent ou pas? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, il faut pouvoir prendre en compte que c'est une démarche globale et pas seulement une démarche de ce que l'on met dans notre assiette. De nouveau, une petite vidéo. J'espère que ça va marcher pour tout le monde. Alors, je pense que ce que je vais faire, elle s'appelle comment celle-ci? Je vais la passer. C'est sur l'agriculture bio aussi ou pourquoi les pesticides sont dangereux pour la Oui, santé? c'est ça. Pourquoi les Alors, pesticides sont dangereux parce que j'ai trouvé que je pouvais la voir sur YouTube. Hop, c'est quoi les pesticides sont dangereux? OK, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous le partager. Ça va être simple avec YouTube. Comme ça, je suis sûre que tout le monde l'aura en même temps et n'a même pas besoin de cliquer et on l'aura. Hop. Alors, j'ai pas fait ce qu'il fallait par contre. Donc, le but de cette petite vidéo, c'est de vous montrer, c'est que vous pouvez montrer et écouter, qu'est-ce qu'un pesticide? On parle bien de la même chose aussi. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Vous entendez? Une question. Ouais, il y a le son. Okay. Pourquoi les pesticides sont-ils dangereux pour la santé? Quand une plante pousse, elle se fait attaquer par des insectes, des limaces, des herbes ou des champignons.
Pour la protéger, les agriculteurs déposent des pesticides, un produit chimique qui empoisonne tout ce qui abîme la plante. Côté pesticides, la France est championne. C'est le premier utilisateur de pesticides en Europe et le 3e au monde. Mais c'est aussi le pays d'Europe qui cultive le plus ces terres. Alors, si les pesticides protègent les plantes, pourquoi certaines personnes sont contre? Beaucoup d'agriculteurs disent avoir besoin des pesticides pour faire pousser plus de fruits et de légumes, donc pour nourrir plus de monde et vendre plus. Et bien sûr, les fabricants de pesticides veulent qu'on utilise leurs produits. Le problème, c'est que les pesticides tuent aussi des bêtes utiles à la nature, comme l'abeille. Et puis, les pesticides se répandent partout, sur d'autres champs, dans la terre, dans les rivières, dans l'air. Tout le monde avale un peu de pesticides, mais les agriculteurs qui les touchent beaucoup attrapent, eux, des maladies graves. Alors, en 2007, le gouvernement a demandé de limiter de moitié ces pesticides. Car les agriculteurs peuvent choisir des pesticides moins dangereux, ou des solutions naturelles, comme les coccinelles qui croquent les pucerons, qui croquaient les plantes. Aujourd'hui, seulement 4% des terres cultivées en France sont bio, sans pesticides, contre 16% en Suède. Il faudra beaucoup de temps pour remplacer les pesticides, mais tout le monde y gagne, les plantes, les animaux, la terre et toi. Et voilà. Alors, je te remets la présentation, si j'y arrive. Hop. Et normalement, tu vas pouvoir reprendre la main dessus et te remettre à la bonne slide, je pense. C'est bon. Donc, ce qu'il faut retenir sur les pesticides, c'est qu'en fait, c'est quand même les pesticides sont aussi légiférés et réglementés. Donc, quand on vous dit les pesticides, les agriculteurs, ils n'ont pas le droit de mettre la quantité qu'ils souhaitent. On a quand même une démarche environnementale. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait combien on doit mettre et combien on ne peut pas mettre. Et dans les légumes ou même sur le poulet ou ce genre de choses par rapport à la terre qui peut nourrir ces bêtes-là, ce qu'il faut, c'est savoir que vous devez il y a des examens qui font qu'on doit avoir un certain seuil, un certain quota de pesticides, d'engrais, de choses comme ça qui peuvent être dans le produit. Mais c'est un seuil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça dépasse, le produit ne peut pas être commercialisé. Donc l'idée quand même, faites attention à ça, c'est de se dire que quand on dit qu'il y a des pesticides et voilà, notre carotte, elle n'est pas bourrée de pesticides. Votre poulet, il n'est pas plein d'antibiotiques. S'il y avait une trace d'antibiotiques, de toute façon, il ne pourrait pas être commercialisé. Et ça sur des produits standards. Donc il y a quand même une réglementation qui nous montre qu'on ne peut pas dépasser une certaine utilisation et que si les produits qui sont quand même régulièrement testés et à l'aveugle ne correspondent pas à la charte qualité sur un produit lambda, il ne pourra pas être commercialisé et donc il ne pourra pas être consommé. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous avez un produit bio, c'est-à-dire qu'il y a un seuil de moins de 30% de ce que pourrait avoir un produit standard. Tout simplement parce que vous l'avez vu dans la vidéo, si votre champ il est version agriculture biologique et que 300 mètres plus loin, le champ du collègue, il n'est pas agriculture biologique, forcément, de l'épandage et tout ça, il y a du vent, voilà, donc forcément, il peut y avoir des traces. Mais sur du bio, il y aura moins, c'est un minimum de 30% en moins sur le seuil global accepté pour tous les produits. Donc faites aussi attention à ça. On parle bien de la même chose. Donc l'agriculture biologique. Alors, Laure, ça passe pas pour nous les slides. Alors, je sais pas si tu as fait prendre le contrôle parce que. Ah, ça y est, je passe prendre le contrôle. Ouais, c'est bon. Ça y est, excusez-moi. Pas de Vous souci. n'avez rien loupé, c'est juste cette photo-là, donc tout va bien. Donc l'agriculture biologique, je vous rappelle, c'est vraiment un seuil par rapport à une référence sur un produit standard qui est déjà légiféré et réglementé. On n'a rien inventé. On n'a pas dit tout d'un coup, ah ben le produit bio, il ne faut pas de traces, il ne faut rien du tout, puisque vous avez vu avec l'épandage, avec le vent, avec tout ça, c'est juste pas possible. Donc, il faut remettre les choses dans un contexte de réglementation et de légifération. En France, on voit bien que pour l'évolution du bio, on voit bien qu'il y a eu une augmentation depuis 1995, qu'il y a eu un seuil en 2000, mais je vous disais, parce que finalement, c'était compliqué de mettre en place une démarche équivalente pour tout le monde, sur tous les pays.
Et donc, il y a eu un temps de latence et maintenant ça remonte. Ça remonte aussi parce que finalement tout le monde s'y met. C'est un effet de mode que nous, consommateurs, on est demandeurs de ça et que les médias vont dans ce sens. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est qu'entre le moment où l'agriculteur ou l'éleveur décide de passer sur une agriculture biologique ou un élevage biologique, c'est pas parce qu'il va claquer des doigts que tout d'un coup il passe en agriculture biologique. En fonction de ce qu'il cultive, de ce qu'il récolte et du type d'animaux qu'il va élever, eh bien, il va y avoir un temps de latence entre le moment où il décide de se lancer en agriculture biologique ou en élevage biologique et le moment où il aura sa validation. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas demander à la terre du jour au lendemain de passer sans pesticides et en bio, puisqu'il va falloir qu'elle soit labourée, oxygénée et que ça prend vraiment du temps. Par exemple, pour les arbres fruitiers, il faut à peu près 5 ans pour qu'il y ait une homologation. Et entre-temps, vous allez avoir une dénomination qu'on verra après qui va être adaptée au fait que vous êtes en train de passer sur de l'agriculture biologique. Pareil pour l'élevage. Un éleveur qui passe tout d'un coup des poules qui ont été élevées en plein air, en cage et de l'élevage en plein air, ben, il faut qu'il trouve la superficie, il faut qu'il vérifie aussi que la qualité de son herbage ou de sa terre est correcte. Enfin voilà. Donc c'est une démarche qui fait que ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Et là où on voit une différence, c'est que dans les années 2000, ça a stagné parce que les réglementations ont changé et parce que aussi il y a plein d'agriculteurs ou d'éleveurs qui ont décidé de franchir ce cap, mais entre le moment où ils ont décidé de franchir ce cap et le moment où ils ont eu la certification, il s'est passé quelques années pour que ça soit effectif. Et on ne peut évaluer qu'une fois qu'on a la certification totale. Les certifications d'entre-deux ne sont pas évaluables. On peut, parce qu'on n'est pas sur un produit fini qui est 100% bio. Donc c'est pour ça que ça peut poser souci aussi. C'est pour ça qu'on a eu cette stagnation à ce moment-là. Donc, vous voyez aussi qu'il y a différents logos, qui soient au niveau européen, qui soient au niveau francophone ou français, en fonction de si vous êtes en… Vous avez aussi des produits qui vont être limites parce qu'on est frontalier avec la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Ce qu'il faut prendre en compte, attention dans ces logos, c'est qu'il y a des logos qui sont vraiment sur le produit et vous avez des logos qui sont sur l'emballage. Donc, des fois, vous avez l'impression d'acheter un produit bio alors qu'en fait, vous achetez un emballage qui est bio, ce qui est déjà super bien. Mais vous n'avez pas la totalité du produit. Donc, faites attention aussi à ça. Donc, concrètement, le bio demande une diversité des cultures puisqu'on ne peut pas en semer tous les ans ou tous les trimestres la même chose. C'est une meilleure gestion du sol, c'est-à-dire qu'au lieu de gratter ou d'oxygéner le sol à 40 ou 50 cm et mettre des pesticides, là, on va le faire plutôt qu'à 10 cm pour éviter de fatiguer la terre et qu'il y ait une trop grosse oxygénation. Gestion des mauvaises herbes et des organismes, soit par des produits naturels, soit par des produits des animaux ou d'autres plantations qui vont favoriser l'intérêt. Par exemple, je vous disais coccinelle et rosier, mais vous allez avoir par exemple coquelicot et autre chose. Et donc, ça peut permettre d'avoir cette association. Peut-être aussi que ça va être qu'au niveau des vignes, par exemple, vous avez moins de pieds de vigne pour pouvoir laisser justement la place à d'autres plantations et favoriser une dynamique biologique plus intéressante. Donc, le bio est également présent dans l'élevage, ça on l'a vu tout à l'heure. Et donc, l'élevage en France, on voit quand même qu'il y a une sacrée augmentation. Et donc, ça veut dire qu'il y a un besoin. Ce besoin, il vient aussi de l'effet de mode des flexitariens, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens mangent moins de viande, consomment moins de viande, mais vont plutôt aller vers de la qualité. Pareil pour le poisson. Et puis, par exemple, pour les œufs, je dirais que la dynamique financière est plus intéressante puisque c'est facile d'acheter des œufs bio. La différence de prix ne sera pas forcément très importante, alors que si vous achetez du poisson sauvage, tout d'un coup, la différence de prix sera vraiment très, très importante. Voilà. Donc, l'évolution des œufs en France, on voit vraiment que les œufs bio sont en constante augmentation, mais parce que c'est un rapport qualité et coût qui n'est pas très important. On aura la même chose, par exemple, sur de la farine. Une farine classique et une farine bio, il n'y a pas de grande différence au niveau coût. Il y en a une, mais ce n'est pas énorme. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. C'est pour ça que c'est plus facile d'aller sur des produits comme ça que sur certains autres produits qui vont être beaucoup plus chers.
Pour information, pour les œufs, vous avez des références code barres qui peuvent vous aider aussi à savoir quel type d'œuf vous consommez réellement. Le 0 qui est indiqué sur les chiffres de vos œufs, c'est agriculture biologique. Le 1, c'est pour les poules élevées en plein air. Les 2, c'est pour les poules élevées au sol. Et les 3, c'est en cage ou élevage batterie. Donc, ça peut vous donner aussi des informations. La certification, comme je vous le disais, entre le moment où on décide de passer sur une agriculture ou un élevage bio et le moment où on a une certification, il y a un certain nombre de mois, d'années, et qui font qu'entre deux, on va adapter aussi l'appellation et on va avoir des contrôles. C'est-à-dire que la certification bio n'est pas anodine d'un point de vue budget pour l'éleveur ou pour le maraîcher ou pour l'éleveur de fruits. Enfin voilà, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir passer en bio, ça veut dire qu'il faut répondre à un cahier des charges, à une réglementation. Et pour pouvoir justifier que vous répondez au cahier des charges, vous allez devoir payer des entreprises, des sociétés de contrôle qui vont venir vérifier si vous faites bien le travail. Ces sociétés sont aussi là pour but de vous aider dans cette démarche. Mais il va y avoir quand même besoin de financer cette démarche. De plus, vous avez des contrôles dits inopinés qui vont intervenir régulièrement tout au long de la démarche et même après la démarche. Ça veut dire que si ça fait 10 ans que vous êtes un agriculteur biologique, vous faites de l'agriculture biologique, mais que votre dernier contrôle marque que finalement vous n'êtes pas pile poil, eh dans ces cas-là, on vous retire la certification et il faut repasser les différentes étapes, alors plus ou moins en accéléré, pour confirmer qu'il y avait eu un hic et que vous êtes bien en agriculture biologique. Donc, ce qui justifie aussi le prix du bio, c'est que si vous n'utilisez pas de pesticides, vous utilisez d'autres choses qui ont un coût plus important et que vous devez justifier de votre certification. Alors que quand vous êtes sur un produit standard, vous n'avez pas besoin de justifier que vous êtes sur un produit standard. Il y aura quand même des contrôles inopinés pour vérifier que vous rentrez bien dans les clous, mais vous n'avez pas besoin de justifier. La grosse différence, c'est ça aussi. Et donc, c'est un travail quand même supplémentaire et j'ai une prise de tête supplémentaire au niveau administratif pour les éleveurs et les agriculteurs qui choisissent cette filière. Ce n'est pas anodin. Donc, les organismes certificateurs sont en lien avec la réglementation européenne et aussi avec la réglementation française ou du pays, puisque finalement, on peut accéder à des détails supplémentaires qui justifient qu'on va avoir un bio plus intéressant en France qu'ailleurs. Mais pourquoi ? Et ces organismes vont vous aider sur votre conversion en agriculture normale ou élevage bio vers cette certification bio. Et donc, ce sont des produits issus d'agriculture biologique. Mais entre deux, vous avez des dénominations qui vont vous permettre de justifier que vous êtes en train de passer le cap de l'agriculture issue de produits biologiques issus d'agriculture biologique, mais en même temps, entre deux, vous ne pouvez pas payer et vous ne pouvez pas justifier un prix de vente qui mène au bio puisque vous n'êtes pas encore certifié bio dans la totalité du produit. Vous n'êtes que sur la démarche. Donc, ça veut dire que pendant quelques temps, il y a quand même un impact coût direct qui est à prendre en compte. Alors que finalement, vous ne pouvez pas fabriquer autant ou élever autant puisque votre démarche fait que vous valorisez autrement. Oui, j'ai vu dans les magasins, on voit des produits qui ne sont pas encore bio, mais qui sont En cours aidés d'être justement. labellisés. Voilà. Et Exactement, donc c'est là, souvent, intéressant. on a des aides de Bah l'État oui. qui vont nous donner un coup de pouce en disant, voilà, comme vous êtes dans cette démarche, on vous donne un coup de pouce. Par contre, une fois que vous avez fini la démarche et que vous êtes certifié, il n'y a plus de coup de pouce. Sauf que là, le calcul n'est peut-être pas tout à fait le même non plus. Et c'est comme ça que vous avez des éleveurs ou des agriculteurs qui finalement font marche arrière. Ah oui. Alors, ils ne font pas marche arrière dans la totalité, puisqu'à un moment donné, il y a une dynamique. Mais finalement, c'est aussi comme ça que vous avez plein d'agriculteurs ou d'éleveurs issus du commerce de proximité qui font quand même la démarche de s'orienter vers une agriculture ou un élevage raisonné, mais qui ne sont pas labellisés parce que financièrement, ils ne peuvent pas. Donc, faites attention à ça. Donc, la politique agricole, c'est un choix entre la filière classique ou biologique, mais finalement, il n'y a pas de choix entre deux, alors que ça pourrait être justifiable pour nous consommateurs, je trouve. Les produits de l'issue bio, les prix sur les produits issus de l'agriculture ou de l'élevage biologique vont être plus importants. Et la problématique quand même des substances fertilisantes, c'est-à-dire que si vous n'utilisez plus de pesticides, mais que vous utilisez d'autres produits
qui ne sont pas des pesticides, mais qui au final, on ne connaît pas encore quel va être l'impact dans 20 ans ou dans 30 ans. Et ça, c'est aussi une certaine limite. Et comme je vous disais, les certifications agriculture biologique sont coûteuses et restent coûteuses dans le temps, puisque c'est à vous de justifier. Donc l'intérêt de l'alimentation biologique, d'après vous, c'est quoi? Pourquoi manger des oh, je vais pas avoir le mot, excusez-moi, j'allais dire des animaux ou consommer Des bio, pourquoi c'est légumes. mieux? Oui, des légumes, excusez-moi. Pourquoi consommer bio, c'est mieux pour votre santé, d'après vous, d'un point de vue biologique? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Mmh. Alors, je voyais que Françoise tout à l'heure avait ouvert son micro. N'hésitez pas à le Non, vous rallumer. pouvez écrire. Oh, vous pouvez écrire, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai la sensation quand même que c'est meilleur pour le corps, qu'on ingère moins de saleté, quoi. C'est un petit peu ça, mais bon, c'est ma C'est-à-dire que vous en vision. ingérez 30 de moins que sur un produit classique, Oh bon, si on devait mettre la référence, donc voilà. En fait, l'intérêt du bio, c'est à la fois l'aspect nutritionnel. C'est-à-dire qu'un produit, alors je parle par exemple pour les végétaux, va être plus dense en fibres alimentaires et plus dense en apports nutritionnels conseillés. Glucides simples, glucides complexes, acides gras et ce genre de choses. D'un point de vue goût, vous allez avoir une différence. Quand vous avez, mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est dans sa globalité. D'haricots verts en ce moment qui viennent de votre jardin n'ont pas le même goût que ceux qui sont en boîte ou ceux qui sont surgelés. Donc ça va aussi avoir un impact. La pomme qui n'a pas de pesticides, voilà, peut-être qu'elle va avoir un côté croquant plus important qu'une pomme classique, puisque finalement, elle n'aura pas été mise en attente dans des zones froides ou ce genre de choses. Elle va être directement envoyée dans le circuit, alors que d'autres pommes qui viennent d'un peu plus loin vont être en attente pendant quelques semaines, quelques jours dans des chambres froides en attendant d'être distribuées. L'environnement est préservé, une agriculture raisonnée. Donc, d'un point de vue nutritionnel, on va le voir, c'est plutôt vraiment une qualité nutritionnelle intéressante, mais qui, en fonction du produit, ne se joue pas à grand chose, mais qui est quand même importante. Après, la différence entre le bio et le classique, elle peut être à contre-effet. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque dans les années 2000 où, parce que la pomme, elle avait une sale tronche ou votre carotte, elle avait 2 jambes au lieu d'une, mais finalement, vous disiez que c'était bio, alors que pas forcément. On est d'accord. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Donc, il y a un aspect, il y a un goût, une qualité. C'est-à-dire que l'aspect, une pomme qui n'est pas pile poil, en bio, ça ne pose pas de souci. Alors que votre pomme, en normal, si elle n'est pas standardisée, si elle n'est pas rutilante et si elle ne brille pas de mille feux, tout d'un coup, vous allez vous dire, ah ben, elle n'est pas bonne. C'est plutôt une vision de cet aspect qui fait qu'on va accepter que le produit en bio soit peut-être moins joli à regarder, mais au moins, on va dire qu'il n'a pas été trafiqué. Le goût, je vous disais, le goût va avoir une différence parce qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de sucre, il va y avoir un peu plus de fibres alimentaires, donc une densité aussi au niveau de la mastication. Et la qualité nutritionnelle, on va le voir, peut être un peu différente. Le tarif, si on devait comparer, le bio est forcément plus cher, mais vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui justifie cela? La conservation, vos produits bio, ils sont envoyés directement sur les marchés, directement sur les étals. Alors que les produits non bio, comme il y a des pesticides, comme ils ont 30% de plus de produits inadaptés, finalement, ils vont avoir une conservation plus longue. Même si c'est de moins en moins vrai, je trouve. Et les lieux d'achat, maintenant, même la grande distribution propose du bio. Donc, voilà. Et la responsabilité au niveau réglementaire quel que soit le mode de distribution, c'est de pouvoir maintenant justifier d'où vient le produit. Avant, vous n'aviez pas l'obligation de mettre la provenance du produit. Là, si vous achetez des tomates bio, vous savez qu'elles viennent soit du Maroc, soit d'Espagne, soit de France. Mais il y a une obligation de mettre le lieu de fabrication. Donc ça, c'est vraiment important et ça change aussi la donne. L'aspect santé, pesticides, engrais, contre pas du tout, donc ou beaucoup moins puisque je vous ai dit avec les vents, avec ce genre de choses, on peut pas le côté 0% n'existe pas. Problématique de l'alimentation moderne, je m'explique. L'alimentation moderne, on veut tout de suite et à n'importe quel moment. Maintenant, vous trouvez des fraises toute l'année sur vos étals. Vous trouvez des tomates toute l'année sur vos étals. Eh bien, d'un point de vue environnemental, ce n'est pas possible.
Quand vous étiez gamin, quand j'étais gamine, on ne trouvait pas des fraises toute l'année. Les tomates, on en mangeait au moment où la saisonnalité nous le permettait. Après, ce qu'on peut trouver toute l'année, c'est des produits en conserve ou en surgélation, parce que les produits vont être mis en conservation ou en surgélation dans les 2 heures qui suivent le moment où ils ont été récoltés, mais au moment de la bonne période. On est d'accord? Donc ça aussi, ça doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'à nous aussi d'être vigilants consommateurs, que l'on consomme du bio ou pas du bio, d'être cohérent sur ce que l'on veut et sur le fait qu'on va acheter des produits de saison et pas des produits tout au long de l'année. Donc ça, c'est important aussi de faire attention à ça. Les apports nutritionnels, on va le voir juste après, il y a des différences entre le bio et le normal qui sont plus ou moins importantes en fonction des gammes de produits. Et puis le mode de vie. Maintenant, vous avez beaucoup de gens qui ne cuisinent plus, qui achètent des produits tout prêts. Et donc, la problématique du bio, c'est que vous achetez du tout prêt, mais tous les composants de ce produit tout prêt ne sont pas forcément bio. Et on va vous dire que le produit, il est bio, même si tous les composants ne sont pas bio. Et on le verra tout à l'heure, comment vérifier qu'est-ce qui est bio de ce qui ne l'est pas. Donc ça va jouer aussi. Notre pouvoir d'achat, notre façon de vivre fait aussi que on va on va se donner bonne conscience certaines fois sur du bio, alors qu'on mange un produit tout prêt qui a été cuisiné et qui est beaucoup plus gras que ce que vous auriez fait si vous aviez préparé le même produit à la maison. Donc comparaison des apports nutritionnels. Donc là, je vais vous donner différentes familles d'aliments pour voir justement quelles sont ces différences nutritionnelles. On regarde quand même sur le poulet fermier, entre le poulet fermier et le poulet bio, on voit qu'il y a une humidité un peu plus importante dans le poulet fermier. Ben oui, il est un peu moins gras et il y a un peu plus d'eau. Les protéines, on voit que c'est à peu près la même chose. Donc les protéines, c'est ce qui vous permet de fabriquer du muscle. Au niveau des sucres, il n'y en a quasiment pas. Par contre, vous voyez, au niveau des matières grasses libres, eh bien, le poulet fermier est beaucoup moins gras que le poulet classique. Tout simplement parce que c'est un poulet qui a été élevé en plein air, qui a bougé, qui a gesticulé, qui s'est baladé. Donc forcément, il est plus musclé. Enfin, il a une qualité musculaire plus intéressante et il est moins gras. Donc ça, c'est important. C'est ce qu'il faut aussi que vous ne l'achetez pas le même prix. Si on prend l'équivalence d'un œuf dur entier, pour le bio et pour le non bio, on voit que la différence, il n'y a pas de différence au niveau de l'apport énergétique. Au niveau protéique, on n'a pas non plus de différence. Là, on va de nouveau avoir une différence et vraiment pas grand-chose. Ça va être sur les lipides, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, ça va jouer aussi. Mais vous voyez, sur un produit fini, finalement, on n'a pas beaucoup de différence puisqu'il a été cuit. Donc, il y a une perte au niveau de la cuisson. Alors attendez, si, quand même, une différence, c'est que pour le bio, tout ce qui est acide gras monoinsaturé AGMI ou acide gras polyinsaturé AJPI, en fait, c'est là où moi je peux vous dire qu'il y a une grosse différence. Mais sur la qualité nutritionnelle, puisque c'est dans le jaune que vous avez le gras, le bon gras, mais en bio, ça vous demande des coûts énormes pour pouvoir aller jusque-là. Et donc forcément, le fermier ou l'agriculteur, il n'a pas le temps, il n'a pas le pognon nécessaire, ou il ne va pas le mettre là-dedans pour pouvoir justifier d'avoir une analyse jusque-là. Mais nous, on sait, diététiciens, nutritionnistes, que c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir une différence. Et les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés, c'est ce qui fait que c'est anti-agression. Oh, j'ai pas bon. C'est pour lutter contre le cholestérol. Excusez-moi, je cherche mes mots ce matin. Ah oui. Et alors que les acides gras saturés vont avoir un impact sur le mauvais cholestérol et sur le fait que vous allez avoir en excès des vaisseaux sanguins qui vont avoir un périmètre diminué, donc moins de passage, donc de la tension, donc ce genre de choses. Donc, voilà. Donc on en revient toujours à un problème de budget. Si on devait faire une différence entre les carottes cuites surgelées, puisque c'est ce qu'on trouve le plus facilement entre bio et non bio, on voit quand même que le bio a une valeur énergétique plus importante, mais on voit aussi que c'est plus important en glucides, en bons sucres. Et c'est des sucres dont on a besoin. C'est aussi pour ça que vous achetez des carottes, c'est parce que ce sont des légumes qui contiennent un nombre de glucides et on voit une différence quand même un petit peu en fibres alimentaires. La différence que vous pouvez voir entre le glucide et le non-sucre, le glucide, c'est tous les sucres. Donc, c'est-à-dire les sucres simples et les sucres complexes. Alors que le non-sucre, c'est que le sucre simple. Le sucre simple, c'est le sucre que vous mettez dans votre café.
Et donc, dans les carottes, on sait qu'il y a un peu de sucre type fructose, puisque on ne sait jamais si on les met dans les fruits ou dans les légumes, puisqu'elles sont plus sucrées que certains autres légumes. Et donc, c'est ce qui fait la différence, c'est qu'elles ont des sucres simples plus intéressants et en plus grosse quantité. Mais c'est ce qui fait aussi qu'elles vont être plus colorées et plus denses à manger. Et donc, vous allez avoir une sensation de rassasiement plus longue. Pour le yaourt nature entier, alors je dis entier parce que souvent dans les bio, vous ne trouvez pas de demi-écrémé. Toujours pareil, d'un point de vue budget, c'est trop cher de gérer. Et donc, finalement, vous voyez qu'en protéines, vous en avez un peu moins que sur le non bio. En sucre, il y en a un peu plus parce qu'il y a un peu plus de lactose. Et c'est exactement ce que vous voyez sur la, la diapo. Et en acides gras saturés, vous en avez un peu plus. Enfin, vous en avez pareil. Par contre, en lipides, vous en avez quand même un peu moins. Donc, voilà. Donc, réellement, sur des produits basiques, par exemple comme le yaourt nature entier, la différence n'est pas énorme. Par contre, ça va être sur des produits très travaillés, où là, il va y avoir une différence. Mais c'est pareil, c'est une différence, comme on va le voir, sur quelques ingrédients qui entrent dans la composition de la totalité du produit. Et ce n'est pas tous les ingrédients qui doivent être bio. Donc, c'est pour ça que je reviens aussi sur les filières courtes, ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs de proximité qui ont fait le choix de réduire les pesticides, d'aller vers une alimentation plus raisonnée et vers une agriculture ou un élevage plus raisonné, mais qui n'ont pas forcément le budget pour pouvoir jouer sur la certification. Donc, ça vaut le coup aussi de discuter avec les gens avec qui vous allez sur le marché ou alors avec l'agriculteur du coin ou l'éleveur du coin, parce qu'eux sauront vous dire où ils en sont dans leur démarche. Donc, la saisonnalité et le coût, ben, finalement, sur le petit conso, l'éleveur ou sur l'agriculteur de proximité, la saisonnalité, ben, forcément, vous l'avez. Des fois, vous avez aussi des paniers ou des lots. Le coût, ben, c'est quand même moins important que du bio parce que des fois, il n'a pas la certification, donc il ne peut pas justifier de le vendre plus cher. Et lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Sinon, c'est gâché, c'est perdu. Et ce n'est pas dans sa dynamique. L'impact carbone, ben, parce que forcément, ce sont des aliments qui ne voyagent pas. Les seuls voyages qu'ils font, c'est avec vous dans votre voiture ou sur votre vélo. Et donc, ça limite le gaspillage lors du stockage et aussi des invendus. Donc, c'est un cercle vertueux. Les contre-exemples sur le bio. Donc là, je vais vous donner quelques exemples où justement, finalement, tout le produit n'est pas bio, mais vous avez l'impression d'acheter du bio, et vous avez, ce qui est vrai indirectement, et vous avez quand même l'acheter plus cher, ce produit. Donc, par exemple, le yaourt brassé bio de la marque Vrai, Fruits de France. Donc là, les petits astérix, c'est ce que vous avez en bio. C'est ce qui est un composant bio. S'il n'y a pas d'astérix, ça veut dire que ce n'est pas un produit bio. Donc là, finalement, vous avez le lait entier qui est quand même bio, donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez le fruit, vous avez le sucre de canne et vous avez les arômes. Donc, en gros, là, vous avez quand même une majorité de produits qui est bio. Donc ça, c'est intéressant. Petit rappel, au niveau de vos emballages alimentaires, on lit sur la liste des ingrédients. Les ingrédients les plus importants sont toujours cités en premier, vers les moins importants. Et donc, les petits astérix, c'est sur ce qui justifie le produit et la dénomination du produit. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il est bio, donc on justifie qu'est-ce qui est bio. Si, par exemple, il y avait un risque d'allergie, on va vous mettre aussi un petit astérix sur ce qui est le risque d'allergie. Donc là, vous avez un yaourt lait entier avec morceaux de la marque Bio Village. Donc là, vous avez du lait qui est quand même bio, vous avez les fruits, vous avez le sucre de canne. Donc on a quand même, et vous avez le jus concentré de betterave. Donc on a quand même pour les yaourts une bonne part qui est quand même importante de bio, puisque vous voyez, les 3 premiers ingrédients qui sont en quantité les plus importantes, puisqu'ils sont cités au démarrage, sont quand même du bio. Donc ça, c'est intéressant. Le yaourt Plaisir des Alpes, là, vous n'avez que le lait, mais ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est qu'au niveau des réglementations, la loi de 2017, INCO, demande une nouvelle réglementation, c'est-à-dire sur la lisibilité des informations. C'est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, si c'est bio, s'il y a des allergies alimentaires, eh bien, ça doit être précisé. On doit savoir quel est le type d'aliment. Donc, c'est ce qui fait que des fois, finalement, vous achetez un produit bio et c'est l'emballage qui est bio. Parce que sur votre liste des ingrédients, il n'y a pas d'aliments bio. Ça renforce aussi l'information sur l'origine et la provenance du produit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, si vous avez des tomates bio en ce moment, vous savez si elles sont françaises, si elles sont du Maroc ou si elles sont d'Espagne. Que ce soit en drive ou que ce soit sur les étalages de marché ou sur les étalages de la grande distribution. Et puis, on va vous donner aussi, depuis janvier 2017, la réglementation sur les nano-ingrédients.
Les nano-ingrédients, c'est-à-dire quand vous avez moins de 5% d'un ingrédient sur la totalité du produit, vous n'êtes pas obligé de le mettre, sauf s'il doit être bio ou sauf s'il peut comprendre un allergène. Donc ça, c'est vraiment une chance pour les personnes allergiques et aussi pour le type de produit que vous souhaitez consommer. Nos habitudes de consommation. Mais en fait, on voit qu'on l'a bien vu en 2000. En 2000, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fois nous, consommateurs, on a voulu changer nos façons de faire. On a aussi les médias qui nous ont aidés à faire ce changement parce que rien ne se fait facilement. Et il y a 40 ans, on ne mettait pas la ceinture de sécurité et maintenant, ça ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas mettre la ceinture de sécurité quand on monte en voiture. Ça veut dire aussi qu'il y a toute une démarche à faire et que cette démarche, elle est lente. Donc peut-être que dans 30 ans ou dans 40 ans, on ne parlera même plus de pesticides. Peut-être que ça n'existera plus et que finalement, la filière sera forcément bio, sans certification, avec juste des contrôles inopinés pour vérifier les produits. Donc, nos habitudes de consommation, elles évoluent en fonction de ce que l'on veut bien mettre dans notre panier, en fonction aussi de la mentalité des gens et en fonction aussi de ce que l'État peut mettre en place et ce que la communauté européenne choisit de valoriser ou non. Donc, ce que nous consommons en plus en bio, en 2013, tout produit confondu, c'était les produits d'épicerie. Mais tout simplement parce qu'on le disait tout à l'heure, la farine ou des pâtes ou du riz, qu'ils soient bio ou pas bio, la différence de prix n'est pas énorme. Donc, ça se justifie. Les fruits et les légumes, on a eu une belle augmentation, mais parce qu'il y a de plus en plus aussi de choix qui va dans ce sens. Vous avez vu le nombre d'agriculteurs et d'éleveurs qui augmente aussi leur démarche dans ce sens-là. Donc, ça, c'est très bien. Les produits laitiers aussi, parce que d'un point de vue pouvoir d'achat, il n'y a pas de gros changements. Et puis le vin. Alors ça, le vin, c'est vrai qu'on veut bien s'enivrer, mais maintenant sans sulfate, sans tout ça. Donc, ou le vin bio. Donc voilà. Alors peut-être que ça fait moins mal à la tête, je ne sais pas. Est-ce que ça tâche moins? J'en sais rien non plus. Mais en tout cas, c'était intéressant de le signaler. Donc les points de vente. On voit aussi que nos habitudes ont évolué. C'est-à-dire qu'avant, on allait au supermarché. Alors, le confinement nous a d'autant plus aidés aussi dans cette démarche, mais on voit que maintenant, vous avez des Biocoop, vous avez des grands frais, vous avez des choses comme ça qu'il faut que vous ayez. Alors, je cite des marques, hein, mais qu'il faut que vos démarches de course vont être différentes. C'est-à-dire que vous avez des choix, des implantations de boutiques ou de regroupements d'éleveurs qui vont vous permettre d'acheter du bio ou d'acheter du commerce de proximité. Vous avez aussi les magasins bio et les magasins diététiques qui existaient depuis toujours. Et vous avez les ventes directes. Depuis 2 ans, même avant, les agriculteurs, les éleveurs se sont sacrément diversifiés. Les réseaux sociaux, la communication par le biais d'Internet a valorisé aussi des nouveaux choix de lieux d'acquisition, de consommation, et puis des livraisons aussi. On a de plus en plus aussi de gens qui livrent dans les entreprises et ce genre de choses. Et on a eu pendant un temps le vrac qui s'était installé aussi dans les supermarchés, mais qui n'a pas du tout marché. Donc, il y a eu un retour en arrière. Par contre, on voit quand même que les grands supermarchés, maintenant, reviennent aux stands de charcuterie, aux stands de boucher, aux stands de poissonniers. Et donc, il y a un contact où on va vous parler du produit quand même. Donc, je dirais que les mentalités ont encore changé et évoluent différemment. Et ça, c'est plutôt bien parce que plus il y a de choix, plus vous êtes en mesure aussi de trouver à proximité de chez vous un commerce qui correspond à vos attentes et à vos besoins. Donc, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'effet marketing. Nous avons aussi, c'est pour ça que je me permettais de parler des médias et des industriels, on a aussi un effet marketing. C'est-à-dire que maintenant, manger bio, c'est bien. Manger raisonné, c'est bien aussi. Il y a une sensation, un vouloir bien faire qui est valorisé aussi par les médias, quel que soit le type de produit et quelle que soit la marque du produit. Quelques exemples. Vous voyez, même la grande distribution s'est mise à valoriser le bio à un prix plus qu'abordable. Et donc, ça, c'est important aussi de signaler que finalement, il y a un effet de société où tout le monde s'y met. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que dans 20 ans ou dans 30 ans, ce type de discours n'existera même plus puisqu'on aura changé nos mentalités, nos façons de faire, nos façons de consommer.
Les collectivités aussi prennent position et vous l'avez vu dans le petit film au démarrage, c'est-à-dire que maintenant, les collectivités, quelle que ce soit la restauration scolaire, la restauration collective, les restaurants d'entreprise, eh bien, vous devez pouvoir justifier d'un certain nombre de produits bio ou de produits locaux. Et donc, ça aussi, ça valorise une qualité de ce que l'on va servir aux enfants ou aux convives. Maintenant, je dirais que la problématique, c'est que quand vous avez 5000 repas à faire, est-ce que vous trouvez du poulet fermier pour 5000 repas? Pas forcément. Et c'est ce qui fait aussi que la contrepartie, les menus qui sont affichés ne sont pas forcément les menus proposés en vrai parce que on ne trouve pas forcément les équivalents. Donc, ça, c'est un problème. Et c'est ce qui fait aussi que les industriels ont bien compris que eux, s'ils proposaient des produits tout prêts avec un certain nombre d'éléments bio dedans, ça passait comme bio, alors que tout le produit n'est pas forcément bio et que c'est l'industriel qui l'a préparé et ce n'est pas la collectivité. Donc, c'est vrai qu'il faut penser aussi à ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, que les produits surgelés ou en conserve bio, finalement, sur des produits basiques, ils ont été mis en conservation ou en surgélation dans les 2 heures qui ont suivi le moment où ils ont été cueillis. Donc, la perte en vitamines et minéraux n'a pas lieu, n'est pas vrai. Donc, ça, c'est intéressant que ce soit en bio ou que ce soit en classique. Donc, pensez à ça. Et c'est vrai que les collectivités ont aussi pris position parce que la réglementation leur demande. Parce que ça a un coût aussi. C'est-à-dire que si vous faites du bio, vous ne pouvez pas tout acheter. Si vous achetez un yaourt bio qui est un petit peu plus cher, ça veut dire qu'il faudra faire aussi des coupes sombres sur d'autres choses. Nous avons une nouvelle réglementation depuis le 1er mars de cette année qui impose aux collectivités et aux restaurants aussi d'informer l'origine de la viande proposée. On l'avait sur les légumes, maintenant on l'a sur la viande. Et là, par exemple, la grosse problématique, c'est qu'avec cette guerre en Ukraine, nous allons avoir une problématique pour nourrir nos animaux. Donc, nous allons avoir moins d'animaux à la vente et à l'abattage. Et donc, on ouvre nos portes, nos frontières pour pouvoir valoriser des produits carnassiers qui vont arriver d'autres pays, européens ou non européens, et qui n'ont pas forcément les mêmes règles, je dirais, les mêmes réglementations et les mêmes cahiers des charges que nous sur les qualités de la viande. Donc voilà. Et là, je dis quand même, enfin, je me permets, mais à quand aussi les produits ultra transformés, nous aurons la provenance de ces produits-là? Puisque les produits ultra transformés, quand vous achetez une salade toute prête ou, je ne sais pas moi, un mélange d'épices ou un mélange de céréales, eh bien, on n'a pas la provenance non plus des produits. Donc, pour terminer, je dirais que le bio, c'est avant tout une démarche environnementale et sociétale, entre guillemets, et que finalement, oui, on a vu, il y a un intérêt nutritionnel, mais que cet intérêt nutritionnel n'est pas toujours valorisé puisque l'agriculteur ou l'éleveur n'a pas moyen de justifier des analyses complémentaires pour savoir exactement où on fait la différence. Donc, ça, c'est la limite aussi. Importance de la filière courte, parce que je vous dis, je me répète, beaucoup sont déjà dans des démarches d'agriculture plutôt raisonnée ou d'élevage plutôt raisonné, mais n'ont pas les budgets pour passer en certification ou ne souhaitent pas avoir des contrôles réguliers qui, mine de rien, font qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, puisqu'il y a des contrôles à chaque fois. Et puis, l'évolution des mentalités. Et ça, c'est à tous les niveaux. Donc, il faut être astucieux et valoriser au quotidien la saisonnalité. Si déjà on arrive par des petits riens à changer nos habitudes alimentaires, eh bien, l'effet papillon fait que ça va devenir des grands quelque chose. Donc, attention à ça. D'un point de vue juste alimentaire, si vous anticipez vos menus, forcément, vous allez acheter au plus juste ce dont vous avez besoin en fonction du nombre de convives, en fonction de ce qui vous reste, en fonction de ce qui vous reste dans votre frigo et dans votre placard. Et donc, peut-être que ça peut optimiser des choix de produits et peut-être des choix, je dirais, de tarifs un petit peu plus élevés parce qu'on raisonne aussi en termes de quantité et de qualité et limiter le gaspillage alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment important. Et si déjà on limitait le gaspillage alimentaire, je pense que peut-être qu'on serait sur une agriculture ou sur un élevage bio ou pas bio, mais qui serait au plus juste par rapport à nos besoins au départ, en fait. Parce que cultiver, si on n'utilise que finalement 80% de ce qu'on a cultivé, il y a un gâchis dès le démarrage. Et ça, d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est justifié ou pas? À vous de me le dire. Ou à vous de le penser, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? C'était extrêmement intéressant. C'est vrai qu'on est sur un sujet qui va même
plus loin que l'agriculture biologique, qui est Ah vraiment oui. sur cette idée de respect de l'environnement, enfin moi que j'aime beaucoup, qu'on fait beaucoup dans le tri et c'est vrai que sur l'alimentation, on peut avoir un impact quand même, très important Mais donc c'est surtout, en agréable. fait, et c'est ça qu'on Oui, oublie ça. C'est-à-dire que je pense qu'à un oui, moment donné, les gens qui vous disent: «Non mais moi je mange bio parce que c'est mieux pour ma santé», mais qui à côté de ça se fument 2 paquets de clopes, je suis pas sûre qu'on soit dans une démarche environnementale et de santé tout à fait judicieuse. Mais voilà, tout à fait. c'est Non, mon avis perso. en tout cas, alors je vous invite pour les personnes qui le souhaitent à, donc déjà à répondre à notre questionnaire de satisfaction. Donc il suffit de cliquer sur «Cliquer ici». Vous pouvez alors à tout moment, hein, là, jusqu'à la fin de cette conférence, ouvrir votre micro, poser vos questions. Vraiment, on est à votre disposition là-dessus. Nous, ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous avez pensé de cette conférence. On a d'autres projets donc qui seront actifs, durant l'été, hein, déjà la chaîne YouTube, donc il vous suffit d'aller sur YouTube ou d'aller sur le lien qui vous sera envoyé et de taper, mon nom et prénom, Gwendoline Cotrez et là, vous aurez, tous les replays des visioconférences, notamment celle d'aujourd'hui si vous voulez revoir des choses. Et vous pouvez vous inscrire aux 2 prochaines visioconférences qui auront lieu lundi et mardi, les 2 dernières de la saison sur movadom.eventbrite.com. On a également un livre audio et un podcast, là vraiment sur le déménagement. Donc si vous avez un projet de changement de domicile, vous n'hésitez pas ou si vous avez des proches qui sont dans ce projet, à en parler. C'est gratuit, on le retrouve sur notre site. Le livre audio, c'est 2 heures d'écoute sur, la thématique du déménagement qu'on a co-enregistré avec ma collègue Isabelle Palassin et moi. Excusez-moi. Et puis on a aussi un podcast où ce sont des interviews, de personnes âgées qui ont déménagé, donc là qui peut être aussi intéressant si vous avez ce projet. Vous pouvez vous inscrire donc à notre prochaine visioconférence lundi à 10h30 sur l'art du minimalisme. Donc on va être dans la même thématique, hein, vraiment, écologie, pas trop de consommation, frugalisme et c'est très bien pour la planète, mais aussi pour notre portefeuille. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur contact@movadom.com et on remercie bien sûr la CNSA et le département de l'Allier pour, leur soutien et leur financement.